Aujourd'hui, on avait envie d'un épisode à la cool, sans prise de tête, un échange sincère, un peu piquant parfois, autour de nos unpopular opinions sur le yoga. Ce qu'on adore, ce qu'on questionne et surtout, ce qu'on n'ose pas toujours dire. Et pour en parler, je suis ravie de retrouver sur le podcast Laura, notre chère Laurita, professeure de yoga et écrivaine, avec qui j'adore croiser les points de vue. Ensemble, on explore ces idées qui divisent parfois, mais qui permettent surtout d'ouvrir la discussion et de ramener un peu de légèreté sur le tapis. Et pour fêter nos retrouvailles, on est heureuse de vous annoncer que nos promos sur nos programmes sont toujours dispo. Alors nous avons Yoga Mon Amour pour mieux comprendre notre corps et adapter notre pratique, et Yoga Ma Création pour apprendre à construire nos propres séances selon nos besoins et nos envies. L'offre est encore valable jusqu'au 31 octobre. Donc dépêchez-vous, les liens sont dans la description. Alors il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne écoute et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter cet épisode. C'est un petit rien, mais qui change beaucoup. Hello, bienvenue pour un nouvel épisode avec notre chère Laurita. Bonjour, hola. Bon alors ça va être un épisode à la cool, vraiment très tranquille. Sans prise de tête. Sans prise de tête. On va partager nos unpopular opinions. Donc, si vous n'êtes pas familier de ça, comment on pourrait décrire ? C'est en gros, il y a des choses par rapport au yoga que tout le monde pense être vraies ou justes ou être bien. Bah, nous, peut-être que... On n'est pas forcément d'accord, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est bien aussi d'en parler. C'est ça. Parfois, je pense que ça peut permettre d'être un peu plus détendu aussi vis-à-vis de la pratique. Et bien sûr, on sera ravis de lire vos unpopular opinions dans les commentaires en échange sous ce podcast. Totalement. Et il se trouve qu'en plus, on n'a pas fait exprès, mais il y en a 10. Donc, c'est un espèce de top 10. C'est ça, top 10. Sur plein de points, on se rejoint. Donc, on va vraiment les faire sous forme de liste. Et on est parti. Bah oui. On commence. On commence par le premier. Alors, dire toutes les postures en sanskrit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et peut-être même qui serait pas imposé, mais en tout cas, c'est bien de dire les postures en sanskrit. Ça fait bien, oui, ça a une bonne réputation, c'est bien vu. C'est gage de sérieux, peut-être ? Voilà, c'est gage de sérieux. Et en plus, moi, quand j'ai eu l'opportunité de participer dans certaines formations, des fois, c'était vraiment aussi la consigne. Ouais. Voilà, toutes les postures en sanskrit. Bon, on n'est pas Qu'est-ce forcément pour. Alors, moi, déjà, il y a un truc, c'est que pour la maîtrise du sanskrit, déjà, tout le monde ne maîtrise pas le sanskrit. Après, c'est aussi une autre réflexion. C'est-à-dire est-ce qu'il faudrait faire des cours de sanskrit pour enseigner le yoga ? Est-ce qu'il faudrait... Voilà. Et ça, vraiment, moi, j'entends. Il y a de plus en plus de profs qui se forment à ça. Il y a de plus en plus de formations aussi qui existent. Il y a de plus en plus de formations qui existent, en plus de formations qui sont top, en ligne. Ouais. Je vous renvoie à Raconte-moi le yoga. Excellente formation justement pour s'initier au sanskrit. Moi, j'ai suivi les cours de Colette Poggi aussi. Incroyable, c'est génial. Mais soyons conscients, c'est apprendre une nouvelle langue. C'est apprendre une nouvelle langue. C'est très très lourd. Moi, je sais que j'avais une prof de yoga Iyengar qui avait vécu en Inde et qui, du coup, maîtrisait l'hindi et qui, du coup, connaissait la prononciation, mais qui est différente. L'hindi est différente de la prononciation en sanskrit. Oui, même les termes, parfois. Enfin, c'est pas... Ouais. Tu peux avoir une racine, mais ce n'est pas le même mot, alors que c'est le même terme. Donc oui, ça change. Et moi, personnellement, j'ai pris la décision, je pense que celles et ceux qui ont pratiqué avec moi le savent, je n'utilise presque pas le sanskrit en cours. Moi, c'est vrai qu'il y en a certaines avec lesquelles je vais les appeler en sanskrit, mais plus par praticité. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a des... Par exemple, le bateau, Navasana, c'est simple. Oui. Tu vois, c'est simple, Shavasana. Enfin, tu vois, il y a certaines... qui sont pratiques, je trouve, à dire en sanskrit. Après, encore une fois, c'est une unpopular opinion. Donc, on peut se dire, oh là là, j'utilise le sanskrit mal ou je tire profit de lui. Mais je pense qu'il y a aussi la notion où ça peut faire très exotique de donner tous les noms en sanskrit. Et je me dis, si je maîtrise pas forcément le mot,
j'essaie de donner les mots en sanskrit dont j'ai appris la racine, entre guillemets, c'est-à-dire que je connais la traduction. C'est ça. Je sais, mais après c'est très sommaire, hein, c'est avec un bouquin de yoga où j'ai juste vu comment ils ont décortiqué en fait la racine. Donc là, je me dis, je suis plus à l'aise d'utiliser le sanskrit pour ça, mais pour les noms que je ne sais pas prononcer, que je ne connais pas, je me dis, c'est peut-être pas... En tout cas, je me dis, c'est peut-être pas le principal. Et puis parfois, je me dis, si on a du mal à prononcer ou que la posture est très longue, etc., parfois pour faciliter le cours, parce qu'on parle encore de pédagogie, c'est peut-être plus simple d'employer des termes plus basiques, on va dire, des traductions, pour finalement faciliter le travail de compréhension ou faciliter l'échange avec tout le monde. C'est-à-dire que si l'élève ou le prof met, 30 secondes pour débiter le nom de la posture, peut-être qu'en fait, tout le monde, c'est pas perdre du temps, mais finalement, peut-être que on peut faciliter, je trouve, la compréhension et la guidance. Complètement. Ne serait-ce que chien tête en bas. Exactement. Adho Mukha Svanasana, je suis désolée, c'est un peu plus long. Et moi, j'ai un petit peu cette... Je me suis dit à un moment, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, si j'utilise le terme en sanskrit, c'est parce que, comme toi, c'est plus pratique, c'est plus rapide de le dire en sanskrit. Du coup, ça laisse de la place à plus de silence, ce qui est bien dans un cours de yoga où tu veux justement qu'il y ait ce voyage vers l'intérieur. Et en plus, la première fois que j'utilise le terme, je l'explique. Et c'est là où je voulais en venir aussi. C'est vrai que si tu veux expliquer, si tu veux donner tous les noms de postures en sanskrit, en les explicitant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir dédier un cours à ça. Et je pense que ça, c'est possible sous le format associatif, où en fait, les gens s'inscrivent une fois dans l'année et en fait, il n'y a pas de nouveaux étudiants, il n'y a pas de nouveaux élèves. Ou tu as un vrai parcours pédagogique. Il y a un vrai parcours pédagogique. C'est ça. Et là, je trouve que c'est faisable. Dans la réalité des faits, on a toutes les deux enseigné dans des studios, on a toutes les deux fait des remplacements. C'est impossible. C'est-à-dire, je pense que ça peut larguer aussi les personnes. Ou par exemple, on remplace un prof qui n'a pas forcément l'habitude, on sort tous les mots en sanskrit. Peut-être que les élèves vont du coup à un moment être largués, nous demander si on ne démontre pas. Et si on est plus à la guidance à la voix, il faut aussi voir que ça peut paumer certaines personnes qui n'ont pas forcément cette connaissance. Donc, mais par contre, dans le cadre d'un parcours pédagogique, moi, ça me paraît tout à fait logique. Dans le cadre des cours du quotidien où il peut y avoir des élèves qui vont, qui viennent, je pense que c'est bien de simplifier. Mais encore une fois, voilà, c'est une opinion. Mais c'est ça, parce qu'en plus, il y a un côté accessibilité aussi à qui t'enseigne, comment tu veux l'enseigner. Et peut-être que d'un côté, il y en a certains qui se disent c'est plus légitime si on parle en sanskrit, alors qu'il y a beaucoup de postures qui sont relativement nouvelles et qui n'ont pas été conçues à la base comme des postures de yoga et donc à qui on attribue des noms en sanskrit a posteriori. Bon, je trouve que c'est pas du coup super intéressant d'enseigner le sanskrit, mais à nouveau, est-ce que c'est vraiment légitime parce que c'est ancien? Peut-être pas. Et de l'autre côté, peut-être qu'il y a des personnes pour qui, on peut tomber dans l'orientalisme, l'Orient vu par l'Occident, si on fait ça. Mais en plus, peut-être qu'il y a des personnes qui vont tester pour la première fois un cours de yoga. Et s'ils entendent beaucoup de sanskrit, au contraire, ils vont être refroidis par l'expérience, alors que c'était peut-être une opportunité de découvrir une pratique qui, franchement, est très sympa. Et c'est un peu dommage. Voilà. Je pense que ça peut avoir un côté, même peut-être sans le vouloir, et je pense que l'intention des personnes qui vont vraiment vouloir faire que les cours en sanskrit, c'est sûrement pas leur souhait, mais ça peut avoir un côté légèrement élitiste, je pense. Oui. Et c'est pas dire, ah oui, les élèves sont trop bêtes, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on s'adresse quand même à une certaine catégorie de la population qui va vouloir avoir la curiosité de vraiment approfondir le nom de chaque posture, comprendre les racines, etc. Or, aujourd'hui, à part si on impose, si on est vraiment clair dans ce qu'on propose dans le cours de yoga, les gens ne vont pas forcément venir au yoga que pour ça. Bien sûr. Par contre, ça peut être un voyage, et justement, le fait de, je trouve, mixer des noms sanscrits avec des noms pas sanscrits, des traductions, ça peut permettre aussi d'ouvrir la discussion
sur le sanskrit. Parfois, je sais qu'il y avait même des élèves qui me disaient cette posture-là en sanskrit, c'est quoi? Et donc, voilà, ça peut aussi permettre de lancer une discussion et puis de s'adapter un petit peu avec les élèves pour prendre un peu la température et pas forcément d'imposer quelque chose qui peut être, comme tu dis, un petit peu lourd quelque part. Complètement. Complètement. Voilà pour la première Mais opinion. c'est qu'une opinion. Direct, sanskrit. On passe au deuxième point. On passe au deuxième. Alors là, c'est encore plus touchy. Tout ce qui est New Age. Donc là, on va parler de tout ce qui est chakra, énergie, kundalini. Oui. Tu veux commencer? Alors, je commence. New Age. Sachez que c'est très difficile à définir ce que c'est. Le New Age, c'est un ensemble de mouvements qui vont se focaliser d'une part sur l'individu. Donc, tout ce qui est développement personnel, c'est un peu aussi une évolution du New Age, qui vont vouloir rassembler différents courants religieux ou spirituels et qui vont proposer des nouvelles façons d'explorer son monde intérieur. En fait, c'est tellement vaste que c'est si difficile de définir. Donc, dans le New Age, on va retrouver non seulement des choses qu'on retrouve dans le yoga très facilement, comme les chakras, les énergies, la kundalini, mais dès qu'on voit en fait le mouvement, l'astrologie, ça fait partie du New Age. Donc, déjà, le New Age, sachez, c'est flou. Voilà. Alors, pour ma part, unpopular opinion, je ne suis pas, honnêtement, je ne suis pas super à l'aise avec le New Age. Je ne suis pas super à l'aise parce que je ne le comprends pas, peut-être. Parce que justement, pour moi, c'est très difficile de le définir, parce que je ne le saisis pas peut-être à ce point-là. Enfin, même dans mon histoire personnelle, je pense que j'ai toujours été plus du côté cartésien, les sciences et les mathématiques, etc. Donc, ça ne me parle pas parfois. Et puis, par mon propre chemin de yoga, j'ai eu aussi des expériences où je me suis dit, c'est dangereux. Là, les frontières sont tellement floues que des fois, en fait, on va parler des choses qui peuvent toucher à la vulnérabilité de personnes, où je me sens pas forcément légitime d'en parler. Ça parle des choses tellement subtiles que, du coup, vouloir en parler dans un cours de yoga, dans une démarche pédagogique, pour moi, en fait, les mots ne suffisent pas. Tu vois, c'est quelque chose que moi, je trouve c'est très personnel. C'est comme la religion, c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité, parce que c'est juste qu'on n'ose pas parler de la religion parce que les institutions. Mais voilà, je suis moins à l'aise. C'est pas que je suis pour, c'est pas que je suis contre, c'est juste que je ne me sens pas à l'aise. T'en penses quoi de ça? Moi, c'était un peu ça. Moi, finalement, je suis ni pour ni contre. Je prends l'exemple des chakras. Et je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement, ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas. Mais c'est-à-dire que quand j'ai découvert les chakras, finalement, on y vient assez tôt. Je trouve que quand on commence à baigner dans les premiers cours de yoga, très vite, on va nous parler des chakras. Et dans ma formation de yoga, la toute première que j'ai faite, on avait tout un livre sur les chakras à étudier et tout. Et en fait, j'ai voulu aller un peu plus loin. Et en allant un peu plus loin, on se rend compte que c'est une construction, quelque part. Enfin, qu'il n'y a pas vraiment de... Ça a été une récupération par plein de mouvements, par Jung, par plein de... Oui, et qui à la base n'ont rien à voir avec les chakras des courants tantriques. Exactement. Voilà. Et en fait, c'est hyper complexe. Enfin, je sais pas si tu vois le bouquin dont je parle. Oui, Les roues de la vie. Non, c'est un bouquin vraiment qui te décortique l'histoire des chakras, justement, pour te dire les adjonctions, les mouvements. Ok. Un bouquin en anglais qui est très dense, très intéressant. Toi, t'as eu ça pour ta formation initiale de yoga? Non, ça, c'est ce que j'ai appris par la suite. Ah oui. Parce que ma formation initiale, c'était les roues les roues du yoga de Andrea Jut, voilà. Qui est très célèbre. C'est très célèbre. Oui. Et justement, et dans ce bouquin, du coup, en fait, ils te démontent, c'est pas qu'ils te démontent, mais c'est-à-dire qu'ils prennent, ils expliquent qu'il n'y a pas vraiment de fondement, enfin, il n'y a pas de fondement, et qu'en fait, il y a tellement d'adjonctions de toutes parts, que quand on parle de chakra, on ne sait pas trop de quoi on parle, quelque part. Le terme chakra signifie roue, tout simplement, en sanskrit, c'est roue. C'est ça, donc c'est vrai qu'attribuer des énergies, des couleurs, des animaux, des mouvements... Des états psychologiques, il y a aussi toute une pyramide. C'est ça, c'est un peu... Je vais employer un mot un peu tiré par les cheveux.
Et donc moi, quand j'ai découvert ce fameux bouquin hyper dense et tout, qui m'a tellement pris la tête, je pense que j'avais tellement été prise dans ce truc que je me suis dit non mais il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je rentabilise le temps passé. Donc j'ai essayé de faire du prosélytisme en me disant les chakras c'est des conneries. Je simplifie parce que j'ai pas employé ces termes, mais c'était pour dire vraiment ce que je pensais. On te connaît, on sait que t'es plus nuancée. Un peu plus nuancée. mais l'intention était là. Hein. Oui. Attention. Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parlait de chakra, limite j'allais pouffer. Et en fait, ça fait quelques mois que je fais un peu une machine arrière. Pas parce que je pense que maintenant les chakras c'est génial et qu'il faut tous qu'on aligne nos chakras, parce que encore une fois, ça je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes, quand on va leur parler de chakra, on parle aussi parfois d'énergie, tu vois, il y a tout ça. Totalement. Et peut-être que ça peut leur parler. Et peut-être que ça peut leur faire du bien. Par contre, je pense que c'est important en tant que personne qui peut un petit peu être éduquée sur ce sujet. Ça veut pas dire qu'on est expert, ça veut pas dire qu'on connaît tout, mais si on est un peu éduqué ou si on connaît certaines choses, de pouvoir guider et de pouvoir aussi mettre en garde, sans dire être anxiogène ou quoi, mais certains élèves qui pourraient tomber dans des dérives, je vais dire dérives sectaires, mais c'est pas dérives sectaires, dans des dérives... Parfois oui. Mais dans des dérives charlatanisme, voilà, pour essayer d'être le plus simple possible. Et là, je pense qu'encore une fois, ça peut toucher certaines populations qui sont assez vulnérables. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que là, je pense que si on a certaines connaissances sur le sujet, ben, pourquoi pas accompagner les personnes, peut-être leur proposer certains écrits, les accompagner en fait pour leur donner un petit peu plus le pouvoir et pour qu'elles puissent peut-être avoir plus de discernement. Si on voit que la personne à un moment a besoin d'aide pour avoir tout ça. Après, si la personne choisit consciemment que ça lui fait du bien, qu'elle est contente et qu'il n'y a pas de risque et qu'il n'y a pas de danger, au final, qui je suis pour dire « arrête ça, c'est des conneries ». Et moi, tu vois, j'avais vraiment eu ce côté où j'ai dû aller d'un extrême à l'autre, quelque part, pour vraiment, finalement, me dire « bon, il faut être un peu plus tempéré et modéré sur ce sujet-là ». Et c'est pareil, en fait, pour pas mal de domaines du New Age, où finalement, les personnes, par exemple, qui vont tirer les oracles, il y a des personnes, ça leur fait du bien d'avoir cette petite carte à la fin. Et c'est pas grave, en fait. Et c'est pas quelque chose qu'il faut dire, mon Dieu, jamais. Enfin, j'ai l'impression que parfois, il y a deux extrêmes qui s'opposent. Soit on est New Age, soit on l'est absolument pas. Mais peut-être qu'il y a un entre-deux qui est plus dans la tolérance. Mais peut-être que sur certaines choses, il faut pas être tolérant. Parce que c'est des dérives et parce que là, il faut mettre le haut là. Donc, je trouve que c'est ce discernement qu'il faut cultiver, pour moi, par rapport à toutes les pratiques du New Age. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais complètement. Et en plus, c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise, parce que c'est aussi ce que moi j'appelle, à défaut d'avoir un autre mot, le facteur magie de la vie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses... une vie où tout serait expliqué, un monde où on pourrait tout comprendre, serait un monde très chiant, honnêtement. Et je pense que c'est pour ça que quelque part, en fait, c'est tellement beau quand il peuvent nous arriver certaines choses qu'on appelle par exemple la synchronicité, terme très utilisé. C'est tellement beau quand il se passe, par exemple les oracles, les tarots, les petites cartes. Moi j'aime bien en fait les petites cartes, j'ai des petites cartes en anglais qui sont très sympas, avec des phrases très dans l'humour, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait souvent les messages qu'on retrouve un peu par hasard, des fois, dans notre vie, ils vont nous parler parce qu'à ce moment-là donné, on était presque dans la réflexion. Après, ça se trouve, le cerveau était aussi en train de chercher ces signaux quelque part. Et c'est tellement beau quand ça arrive que, franchement, ça serait dommage de se priver de cette expérience humaine. Moi, je trouve aussi. Et moi, je pense que de toute façon, tout chemin, tout système qui pourrait nous aider à mieux nous comprendre, à mieux aller vers l'intérieur, c'est génial, c'est précieux. Mais comme tu dis, toujours avec un petit peu de discernement, un petit peu, un minimum, un peu de légèreté aussi. Parce que c'est ça aussi, c'est que je trouve que quand ça part un peu trop loin, c'est que ça va un peu trop dans le sérieux. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait des épisodes un peu plus light. Un peu plus détente. Et justement, dans cette même mouvance, notre troisième unpopular opinion, c'est
que le prof ne sait pas tout. Oula, ah oui. Bah vas-y, commence. En fait, ça va rejoindre un petit peu, pour moi, le podcast qu'on avait fait sur les gourous. Oui. Avec... Il y a un petit moment. Il y a un petit moment. Ouais. Mais avec ce jeune qui s'était dit, je vais me mettre un peu pour une expérimentation. En fait, qui s'était grimé en gourou et qui s'était rendu compte à quel point l'engouement pouvait vite prendre et que finalement... à la fois vis-à-vis des personnes et vis-à-vis de lui, en fait, l'engrenage était tellement bien enclenché qu'au bout d'un moment, en fait, c'est très difficile en fait, d'en sortir. Et c'est vrai que je pense parfois il y a une confusion entre un gourou, un enseignant et un accompagnant. Et je pense qu'en fait, c'est dans la posture. Et je pense que peu importe le domaine, moi, je trouve que c'est important de pouvoir se dire qu'on peut questionner la personne qui est en face de nous. Que ce soit un enseignant, que ce soit une personne qui est plus haute au niveau de la hiérarchie en entreprise, que ce soit un professeur émérite, que ce soit un médecin. Un parent. Un parent, exactement. Une amie, un ami. Il y a toujours en fait cette notion où on peut, quand il y a un rapport de force ou de hiérarchie entre deux personnes, posture de sachant et posture d'apprenant, je pense qu'en fait c'est hyper important de garder cette place au questionnement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect. Tu vois, il y a toujours, je pense, un respect à avoir envers un enseignant parce que si la personne enseigne, c'est qu'elle a plus de connaissances que nous à ce moment-là, mais peut-être pas sur tout. Mais il y a aussi une question de relationnel. Et je trouve que dans le yoga, on laisse quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine vulnérabilité. C'est vrai qu'on parle des ajustements. Maintenant, en fait, par rapport aux ajustements, on demande de plus en plus le consentement avant de toucher les élèves. Et c'est vrai que quand on revoit certaines vidéos de Bika Iyengar ou sans parler de Bikram, où là, on se dit, ok, là, on n'est pas du tout dans le consentement et il y a vraiment une hiérarchie qui est du coup problématique parce que ça peut générer des problèmes. Ça peut vraiment générer des rapports de force qui sont pas du tout sains et qui peuvent conduire à des violences, à des agressions sexuelles, à vraiment des délits, en fait, des crimes. Donc c'est vrai que toujours garder en tête que le prof ne sait pas tout, je pense qu'à la fois c'est un soulagement pour les élèves de se dire qu'ils sont dans une relation, je trouve... pas à sens unique, mais vraiment à un double sens, donc du coup plus enrichissante, je pense. Et je pense que c'est aussi bien en tant qu'enseignant, parce que ça enlève une certaine pression, et je pense que ça nous permet de cultiver le souhait de tout le temps continuer à apprendre. Oui, et je pense que très souvent ça vient d'une bonne intention, c'est-à-dire que quand on est prof de yoga, c'est qu'on a envie de partager sa passion, c'est ça. Et on aimerait bien pouvoir répondre aux questions, mais non, on n'est pas des experts en anatomie. Peut-être qu'il y en a qui le sont, mais pas leur formation, parce qu'ils sont des médecins. Toi, tu es ergo, donc forcément, tu as beaucoup plus de compétences que, par exemple, moi, qui n'ai jamais pris un cours d'anatomie, dans un cadre vraiment sérieux, académique. Et du coup, moi, je ne peux pas, par exemple, répondre à des questions, mais même dans un cadre d'un cours de yoga, tu ne peux pas établir un diagnostic, par exemple, médical. Non, et puis il faut pas. Et puis même, par exemple, là, tu parles d'un médecin, ou je pense, par exemple, beaucoup aux kinés, il y a de plus en plus de kinés qui sont aussi profs de yoga. C'est pas le lieu du cours, n'est pas un lieu pour eux pour établir un diagnostic. Et il y en a plein. Je me souviens, une fois, j'avais fait un post en disant même si votre prof est kiné, n'allez pas le voir à la fin du cours, prenez une consultation. Mais oui. Et du coup, j'avais une kiné qui m'avait dit, franchement, merci de penser à nous. Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de kinés, médecins, ostéos / profs de yoga qui sont confrontés à cette demande de diagnostic, mais qui est aussi due au fait que c'est difficile de trouver parfois des médecins, c'est difficile de trouver parfois des professionnels de santé qui vont avoir le temps et l'espace pour nous écouter, pour accueillir. Donc c'est vrai que parfois c'est tentant parce qu'il y a une proximité, mais c'est vrai que cette proximité ne veut pas dire omnipotence et ne veut pas dire non plus qu'on peut tout savoir, tout comprendre, et que c'est bien aussi parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses à apprendre. Et comme tu dis, on n'est pas tous spécialistes, mais il y a quand même pas mal de profs de yoga, donc on est facilement
dans la mesure de dire, bah voilà, allez voir ma collègue, telle personne. Complètement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que bah, il peut y avoir des partenariats. Nous, c'est aussi comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble. C'est parce que on est complémentaires. À la fois, on se rejoint sur plein de choses, mais à la fois, on est complémentaires. Et ça, moi, je trouve que c'est une richesse. Donc, il faut pas avoir peur aussi de dire qu'on ne connaît pas, parce que ça permet d'ouvrir les échanges. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et aussi, à nouveau, moi je pense toujours, forcément, la pratique du yoga pour moi est un chemin vers soi, vers l'intérieur. À aucun moment je ne peux être à l'intérieur de mes élèves, à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Donc forcément, même si je peux être, comme tu disais, plus avancée sur certains trucs, jamais je pourrais prendre une décision finale sur quelque chose qui touche à un royaume qui ne m'appartient pas. Donc oui, la place du prof de yoga, et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore enseigner en groupe, mais pas en individuel, par exemple. Moi, c'est un peu... je sais que toi, tu te sens un peu différente par rapport à ça, mais c'est parce que je trouve que ma place, elle est plus... Le groupe, entre guillemets, est là, vit en lui-même. Ouais. Exactement, voilà, exactement. Ma place est moins centrale. Donc voilà, pour cette unpopular opinion numéro 3. Ensuite, on va rentrer dans la respiration. C'est vrai qu'on n'est pas fan des exercices de respiration dynamique. Est-ce que tu veux te lancer là-dessus? Ouais, on se lance. Alors, quand on parle d'exercices de respiration dynamique, moi je pense à Kapalabhati, par exemple, des respirations très très forcées. Alors, déjà, ça, c'est à nouveau ma propre expérience personnelle. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas comment je le ressens dans le corps. Donc forcément, je ne peux pas partager avec les autres ce que moi, je n'aime pas ressentir. Mon espace de yoga, mon tapis de yoga, ça va plus du côté de la douceur. Même quand c'est dynamique, ça va aller plus du côté de la douceur, de voir comment je réagis au challenge. Mais je ne vais jamais me mettre dans des positions où je ne me sens pas bien. Et quand j'ai pu le faire, je me sentais pas bien. Il y a eu vraiment des moments où j'avais mal à la tête. J'avais eu un petit peu de vertige, beaucoup d'anxiété aussi. Même quand il n'y avait pas forcément des trucs physiques, mentalement, ça ne m'aidait pas à être dans la détente, dans l'écoute, dans le dialogue intérieur. Et donc, oui, non, je suis désolée. Je trouve qu'il y a tellement plus de respiration intéressante, ne serait-ce que le fait de pouvoir respirer profondément, qui est déjà énorme dans un cours de yoga où, pareil, dans un monde moderne où, en fait, très souvent, on est avec une respiration superficielle. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, je sais pas si vous avez lu, il y avait un livre, mais je pense qu'il est assez plébiscité, je sais pas si tu l'as déjà lu, de James Nestor, Respire. Non, je l'ai pas lu. Désolée, mais... Non, mais tu vois, et en fait, c'est vrai que moi, je pensais que ça allait être hyper intéressant. Et donc, il est intéressant, il y a une base qui est plutôt intéressante, mais je trouve qu'il se focalise beaucoup sur les respirations un peu spectaculaires, respiration à la Wim Hof, tu vois, des... Ah, c'est vrai? Ouais, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Et franchement, ça reste quand même un livre intéressant à avoir. Mais moi, c'est vrai que je reviens toujours au livre de Blandine Calais-Germain. Tu sais qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps, la pauvre. Non. Ouais, si. Ça m'a rendue triste. Donc, petite pensée pour elle. Pensée pour elle, parce que vraiment, son livre sur la respiration, moi, il m'accompagne vraiment au quotidien. Il m'a beaucoup accompagnée quand je bossais à l'hôpital. Donc, c'est vrai que... C'est juste comprendre la physiologie respiratoire et accompagner avec des respirations qui sont tout à fait... qui sont hyper intéressantes, qui sont très pertinentes, qui sont accessibles, qui sont pas spectaculaires, qui ont pas... qui vont pas te faire te sentir je sais pas quoi, parce qu'il y a aussi ça, moi, qui m'agace un petit peu dans certains types de respiration, c'est que, moi, je me souviens, mes premiers cours de yoga... elle adorait nous faire des respirations type Kapalabhati ou quoi. Et elle nous disait, non, mais si vous avez mal à la tête, c'est normal, c'est le corps qui se détoxifie. Mais ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand tu comprends, non, c'est peut-être qu'il y a eu un peu d'hyperventilation, c'est peut-être que... Et c'est pas forcément très bon. Et c'est... En fait, de base, c'est pas... Après, oui, dans certains cas, ça peut être intéressant. Mais, encore une fois, c'est pas la majorité des cas, et comme tu dis, on est dans une société
où on est toujours sur une respiration très superficielle, où on ne fait pas attention qu'on respire. Après, heureusement que ça, c'est géré de façon autonome, mais quand même reprendre la conscience de la respiration, je trouve que c'est hyper intéressant et vraiment des respirations basiques peuvent être extrêmement puissantes. Je vous reparle de mon accouchement, mais vraiment, moi, j'ai accouché parce que j'ai pu respirer profondément et c'était juste inspirer en 4, expirer en 8 et ça m'a été la clé pour vivre un super accouchement. Bon, c'était pas un accouchement difficile, donc voilà, mais pour dire que c'était pas une respiration compliquée, c'était pas quelque chose qui me faisait voir le 7e ciel, enfin tu vois, c'était vraiment quelque chose de simple. Et je pense que parfois, par rapport au pranayama, on a tendance à vouloir voir des choses hyper spectaculaires. Il y a de plus en plus de breathwork, de trucs comme ça. Et en fait, j'en viens à me dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Voilà, après c'est un peu peut-être une unpopular opinion, et si vous êtes en désaccord, moi j'aimerais vraiment avoir votre point de vue, parce que c'est hyper intéressant aussi de pouvoir discuter de ces sujets, mais c'est vrai que la respiration, au plus c'est simple, moi je trouve au plus c'est intéressant. Parce que déjà, en fait, c'est parce que c'est simple que, en fait, ça cache une subtilité qui n'est pas simple. Exactement. Ouais. Et pareil, alors, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Je vois l'intérêt, mais la musique, est-ce qu'elle est obligatoire ? Est-ce qu'on est obligé de chanter des mantras ? Le mantra le plus populaire étant Om, que moi je ne chante jamais dans mes cours. Déjà parce que je ne vais pas soumettre mes élèves à mon chant. Enfin, voilà. Mais en plus, un peu comme le sanskrit, enfin, même démarche, même logique. Mais je trouve que, voilà, c'est un outil comme plein de choses, on peut jouer, le yoga reste une pratique aujourd'hui, pour la plupart, une pratique physique, et qui dit physique, entend expérience sensorielle. Oui. Donc la musique, génial, on peut jouer, on peut l'utiliser comme outil. Maintenant, est-ce qu'elle est obligatoire ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle est très puissante. J'adore de la musique dans les cours de yin, j'adore ça, je ne sais pas, mais c'est vraiment personnel. Je pense aussi que ça aide à cacher certains, dans un cours collectif, certains bruits qui pourraient gêner les autres. Parfois, c'est pour ça que la musique en Shavasana, génial, parce que du coup, on peut, si on a envie de ronfler, s'endormir, très bien. Et j'aime bien donner cette liberté dans mes cours, tant mieux. Mais est-ce que c'est obligatoire ? Non. Et dans les cours dynamiques, je dirais que pour moi, c'est presque dommage, parce que du coup, ça nous éloigne d'aller vers l'intérieur. Mais j'ai déjà fait des cours, et je te dis ça en sachant que je fais des cours, moi en tant qu'élève, avec de la musique, des cours dynamiques, que j'adore. Mais je n'aime pas ça, moi. En tant que prof. Enfin, en tant que prof, je n'aime pas pour les cours dynamiques. Moi, c'est vrai que je suis très contente d'avoir mon studio en ligne pour ça, parce que je fais les deux options. Sans musique, et du coup je rajoute de la musique en post-production. Ah oui, c'est l'élève qui choisit. Et c'est l'élève qui choisit c'est génial. De mettre la musique ou de mettre sans musique, parce qu'il y en a qui disent, après voilà, on est sur le cours en ligne, donc il y en a qui vont dire, là moi chez moi, peut-être qu'il y a des bruits, peut-être qu'il y a des trucs, ça m'aide à mieux à être dans une ambiance. Oui. Et un truc tout bête, la panne de soucis techniques, c'est-à-dire que si dans Shavasana je vais les laisser 2 minutes en silence, du coup d'avoir la musique, ils se disent ok, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas il n'y a pas de coupure et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est l'astuce que j'ai trouvée la mieux, tu vois, la mieux. Après, c'est vrai que parfois, j'entends le côté, s'il y a de la musique dans un cours, c'est pas un vrai cours de yoga. Ah oui, mais non. Tu vois, oui. Non, mais... Donc moi, là-dessus, je suis pas vraiment d'accord, parce que ça veut... Enfin, pour moi, c'est plus un choix personnel. Je sais que je remplaçais régulièrement Julien Lévy, qui est un prof de yoga, qui est un écrivain aussi, et qui compose de la musique. Lui, il y avait tout le temps de la musique dans ses cours, et moi j'adorais, parce que ça fait partie de lui, il compose de la musique et tout, et je trouve que c'était hyper cohérent. Et je pense qu'en fait, je pense qu'il est là le truc, c'est-à-dire que si pour nous c'est cohérent, moi je sais que j'aimais bien faire mes petites playlists et tout, des musiques sans paroles, vraiment très douces. En fait, j'aimais bien ça. Et du coup, c'était aussi des discussions, l'occasion de discuter avec les élèves et tout. Mais il y avait plein de fois, par exemple, quand on était dehors, jamais ça me serait venu à l'idée de mettre de la musique. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Parce que pour moi, il y avait autre chose qui se jouait. Et une fois dans le parc, il y avait eu quelqu'un qui avait joué du saxophone, et j'avais trouvé que c'était magique, et la synchronicité. Et franchement, heureusement que ce jour-là, j'avais pas de musique, parce que sinon, ça aurait tout gâché. Donc c'est vrai que...
Ouais, je pense qu'il faut aussi se laisser un petit peu de soupape, de voir ce qui résonne en nous. De pas hésiter, je pense, en tant qu'élève, à dire à la prof ce qui nous va et ce qui nous va pas, mais dans les deux sens. Complètement. Et peut-être que si elle met pas de musique, bah, peut-être qu'elle pense que... Peut-être qu'elle elle voudrait, mais finalement, c'est pas... Enfin, tu vois, il y a tout ce truc, enfin, elle ou il. Et par rapport au mantra, je pense que parfois, il y a le côté où... Pardon, si on chante un mantra, bah, c'est un yoga traditionnel. Tu vois, il y a aussi oui, ce côté. Nouveau. Oui. Alors que, encore une fois, les mantras, moi, je pense que le chant est vraiment puissant. Je pense qu'il y a vraiment un côté très puissant à chanter. Bah, autant avoir un peu de connaissance par rapport à ce qu'on chante. Donc, soit on a le temps et l'espace pour expliciter le mantra et tout. Et ça, je pense que ça peut être... Moi, j'ai fait du yoga du son pendant quelques années et il y avait toute cette partie explication du mantra à la fin que je trouvais intéressante, tu vois, en tout cas culturellement ou sur plein de choses, ça peut t'apporter. Après, si on s'oblige à le faire parce qu'on pense que ça fait bien ou que ça fait traditionnel ou plus légitime, ou plus légitime, je pense qu'il faut vraiment que ça vienne du cœur. Et c'est pas ne pas chanter un mantra qui nous rend moins légitimes. Et moi, pendant longtemps, le fait que je chante pas Om et tout, je me suis dit, est-ce que c'est bien, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça du tout. Mais c'est vrai qu'au début, je stressais, tu vois, parce qu'il y a une certaine pression. Mais moi aussi. Par rapport à ça. Je sais pas d'où elle vient, franchement. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression et je pense qu'il faut vraiment rester par rapport à ce qui nous parle et ce qui fait sens pour nous. Et de façon plus globale, interroger aussi les élèves et voir ce qui fait sens pour eux. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire l'option avec ou sans musique dans le studio en ligne. Parce que du coup, j'ai eu des retours des deux côtés. Et il y a des personnes qui vont naviguer, parfois qui vont choisir en musique et il y en a qui parfois sans musique. Bah, au moins, je me dis, ils ont l'option. Ouais, ça, c'est très bien. Donc voilà. Numéro 5, c'est ça? 6. 6. Super. Alors. Les là, métiers passion. Ouais. Non mais, bah oui, on va parler argent. Non mais, on vous a dit. Hein. Ouais. On va parler argent, on va parler chiffres. Alors, c'est vrai qu'en tant que prof de yoga, on roule pas en Rolls-Royce. Sauf si on est Bikram. Sauf si on est Bikram. Mais là, il y a un autre souci éthique qui se pose. Donc, c'est vrai qu'il y a une précarité énorme due au statut. Souvent, on est en auto-entrepreneur. À part si on a une société et que l'argent rentre bien et que ça se passe. Après, il y en a qui arrivent. Hein. Il y en a qui sont sous forme de société. C'est vrai que tant qu'on reste auto-entrepreneur, il y a une certaine précarité quand même. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que c'est un métier où... Pour la plupart du temps, si tu enseignes en présentiel ou en live, ton temps égale à ta rémunération. C'est ça. Le temps n'est pas fini et les heures pour donner des cours ne sont pas infinies non plus. C'est ça. Il y a ça, il y a aussi le fait que on est très dépendant. On est très le Covid, par exemple, a montré... Après, il y a plein de métiers qui étaient comme ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup touché ce type de métier où finalement, du jour au lendemain, il y en a qui ont vite basculé sur Zoom et tout, et heureusement, mais c'est vrai que ça a quand même un peu stressé tout le monde, je pense. Ça a fait quand même un gros coup dans la fourmilière. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un métier très concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y a énormément de profs de yoga. Donc c'est vrai que pour trouver sa place, fidéliser sa clientèle, etc., parfois c'est pas évident. Et puis moi c'est ce que j'ai vécu au bout de la 3e année à temps plein. Il y a un épuisement qui peut se générer par rapport au fait que moi la 3e année j'étais super bien financièrement, mais j'avais plus de temps. C'est-à-dire que et même en refusant des cours, en fait, j'avais plus de temps, donc beaucoup moins d'espace pour moi et un stress, en fait, inhérent à ça, parce que même on commence à réfléchir, est-ce qu'on peut prendre du repos, est-ce que... Voilà. Et puis, physiquement aussi, il faut voir que c'est un cours, ça peut demander quand même pas mal physiquement, même si on va pas tout démontrer ou quoi. Parfois, il y a des élèves qui ont besoin de démonstrations. Ça aussi, ce sera encore une unpopular opinion ou quoi. Mais donc, du coup, à un moment, le corps, c'est l'outil de travail. Donc, si on enseigne que du yoga dynamique, moi, c'était quasiment que mon cas, ça peut être assez intense au bout d'un moment. Donc, il y a une précarité parce que finalement, notre outil de travail, c'est notre corps. En tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas forcément une bonne couverture sociale. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui il y a des plafonds. Il y a des plafonds qui sont de plus en plus bas, qui font que
Si au bout d'un moment on commence à bien gagner sa vie, il faut être accompagné, mais vraiment forcément par la fiscalité, par les meilleurs moyens. C'est pas forcément une compétence c'est pas une compétence que moi j'avais. C'est pas une compétence, et puis en plus de ça, au-delà de ça, c'est que ça génère des coûts supplémentaires qui sont pas en adéquation avec le surplus. Totalement. Il y a le fait que moi en fait moi par exemple je ne suis plus. Ça fait un moment que je n'enseigne pas la pratique posturale et j'ai pris un emploi. En fait, maintenant, je suis revenue dans le monde du privé, dans le secteur privé, enfin dans le secteur social, mais dans le secteur privé quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que, mine de rien, même pour ma stabilité, enfin ma santé mentale, ne pas lier mes revenus à ma passion, ça m'a énormément aidé à mieux vivre aussi mon activité yoga personnellement. Parce que du coup, je rentrais un peu dans une logique de parfois, je suis fatiguée ou je n'ai plus de vie sociale parce que tous les cours se passent à midi, le soir, le week-end. Pour voir des amis, pour le couple, etc. Au bout d'un moment, c'est vraiment, on est tout le temps en décalé. Et c'était fatigant, c'était énergivore et ça perdait un peu tout ce côté de voilà pourquoi j'adore enseigner le yoga. Même si j'adore enseigner le yoga, en fait, je me suis rendu compte que j'étais devenue, si je ne l'étais pas déjà assez, plus ermite. Enfin, tu sais. Ouais, que tu te renfermais en fait un peu. Ouais, parce que en fait, ça me prend beaucoup en fait de fois d'être avec des gens, d'être avec des corps. Ouais. T'es quand même dans les énergies, enfin on en parlait, tu vois. À fond. Et il y a tout un échange et du coup après moi je voulais voir personne, mais genre même pas mes amis. Ah ouais, mais c'est normal. Tu répondre à un SMS, à répondre à un WhatsApp, un message, peu importe. C'était insurmontable à un moment pour moi, donc oui, c'est pas forcément facile quand c'est ta passion et que tu intègres ce jeu. Voilà. C'est ça. Et il y a un livre très bien que je vous recommande là-dessus, c'est d'Anne-Serge Intalion, c'est Le piège des métiers passion, où elle explique en fait l'engrenage qu'on peut avoir quand on rentre dans des métiers, exactement ce qu'a décrit Laura, qui sont des passions au départ et qui deviennent des obligations. Parce qu'en fait, on est capable d'accepter beaucoup plus de choses. C'est comme quand on est dans une relation un peu passionnelle ou quoi, on va accepter beaucoup trop de choses parce que c'est la passion. Ouais, mais non, un petit peu de mesure pour nous, en fait, pour nous protéger. Donc, je trouve que c'est super important. Et moi, c'est vrai que d'avoir cette activité que je qualifie d'accessoire, donc c'est quand même quelque chose qui me permet de tirer un petit revenu, de pouvoir rester à la maison parce que là, c'est important pour moi d'être à la maison pour ma fille. Voilà, c'est le choix qu'on a fait avec mon conjoint, mais c'est clairement quelque chose que je peux faire parce qu'il est là, parce que je ne peux pas vivre que du yoga actuellement. Mais je suis contente d'avoir ça à côté. Par contre, je sais que je reviendrai plus à temps plein. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose, pour des raisons similaires à Laura, en fait, c'est plus quelque chose qui en vaut autant la chandelle, parce que sinon, je vais perdre ce que j'aime là-dedans. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc, et puis, de façon générale, je trouve que les à côté, c'est-à-dire ce qu'on fait à côté, nourrit plus notre pratique, et notre enseignement du yoga. Moi, c'est vraiment quelque chose que je perçois et que j'expérimente là dans les cours que je fais sur le studio en ligne, parce que c'est vraiment ça, c'est aussi empreinte des leçons que je tire de l'à côté que je peux transmettre. Et je trouve que ça, c'est riche aussi. Après, on sait jamais de quoi demain sera fait. Et peut-être qu'un jour, on se retrouvera à 100% dans ce domaine et que ce sera très bien pour nous deux. Peut-être qu'il y aura des domaines hybrides. Peut-être que, il faut se laisser là. Ouais, je pense qu'il y a des fois où c'est bien de faire le point et de voir ce que ça nous apporte versus ce que ça nous coûte. Oui, ouais, c'est ça. Des points réguliers. Et puis, voilà, ça va un petit peu avec. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ces cycles qui se font naturellement, même avec notre propre évolution, je vois quand même, globalement, je l'ai beaucoup ressenti au Mexique, je le vois ici, à mon retour, le yoga comme une mode. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent depuis des années, depuis des décennies. Et donc, du coup, pour eux, clairement, ce n'est pas une mode dans le sens où ils ont beaucoup pratiqué depuis longtemps. Mais en ce moment, je ne sais pas toi, mais je vois peu à peu les studios se vider et de plus en plus de studios de pilates et notamment des pilates réformères. Et sur les réseaux sociaux même, beaucoup plus, on est passé de la yogi sur Instagram ou sur TikTok à je fais du pilates, reformer, etc. Une pratique
que d'ailleurs j'adore, moi personnellement. Mais c'est super intéressant. C'est génial, j'adore comment ça sent. C'est méga, enfin c'est très cher pour les sujets où j'ai pratiqué, donc je ne peux pas me permettre de le faire tout le temps. Mais c'est vrai que globalement, niveau de société, moi je sens que c'est une mode. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense totalement, il y a un truc qui trompe pas. C'est les influenceuses. Là, ça m'a étonnée parce que j'ai vu quelques influenceuses, mais que j'adore, que je suis, tout, qui sont très éthiques. Enfin voilà, il n'y a pas de... influenceuse, je pense qu'on pense à quelqu'un de la télé-réalité qui va peut-être faire des placements de produits malhonnêtes et tout. Mais non, il y a des films qui sont super... Enfin moi, je trouve que parfois le métier de l'influence peut être très positif parce que ça promeut des choses qui peuvent être parfois géniales. Et en fait, j'ai été... pas du tout étonnée, c'est juste que ça m'a fait écho quand on a préparé ce programme, cet épisode, c'est que la fille était invitée à un studio de Pilates Reformer. Et je me dis, si on commence à inviter les influenceuses, mais de tous les domaines, c'est-à-dire pas... Parce que ça, j'avais vu passer sur... des influenceuses peut-être avec beaucoup d'abonnés et peut-être sur des choses un peu moins éthiques qu'elles faisaient souvent du Pilates Reformer. Mais j'avais pas vu sur ces plus petites influenceuses, celles qui ont le côté très humain, très éthique aussi, avec des belles valeurs et tout. Et du coup, qu'elles aient été invitées dans des studios, je trouvais ça assez révélateur du mouvement, parce qu'il y a quelques années, elles étaient invitées à des cours de yoga. Oui, voilà, c'est ça. Et on n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise chose ou que c'est une bonne chose, c'est juste que c'est quelque chose qu'on constate. C'est ça. Mais ça prouve aussi, et ça rejoint un petit peu le point d'avant, qu'il y a une précarité, parce que si demain, finalement, la mode, ça va être de faire du pilates plutôt que du yoga, peut-être que là, on aura moins d'élèves, etc. Donc, il y a tout ça à quand même prendre en compte. Et je pense qu'il y a des... Mais après, il y a des profs de yoga qui durent depuis des décennies et qui ont des élèves hyper fidèles et tout. Donc, je pense qu'il y aura toujours des personnes intéressées par le yoga. Mais peut-être celles qui sont plus sur les mouvances, sur le vent. Peut-être que c'est pas forcément des élèves qu'on va garder. Et c'est ok en fait. Mais c'est un cycle et je pense que c'est important aussi d'en être conscient et de pas trop s'attacher quelque part à ça, quoi. Oui, complètement. C'est quelque chose que tu vois, j'ai vu aussi dans le monde de l'édition. Avant, il y avait un appétit, les maisons éditoriales prenaient volontiers des manuscrits sur le yoga. Aujourd'hui, c'est très difficile de vendre un manuscrit sur le yoga, sauf si vous êtes déjà installé une voix peut-être qui porte le sujet depuis longtemps. C'est compliqué. C'est compliqué. À ce sujet, si vous aimez Yogi Food de Clémentine Herpicum, il y a la nouvelle édition La Plage. Donc voilà, on soutient toujours les gens qu'on aime bien. Donc allez voir, elle est très sympa. Pour cette recommandation. Ensuite, alors là, je vais laisser Laura en parler parce qu'elle en parle parfaitement bien. Le sujet du retard. C'est un de mes points préférés. Et c'est un de mes points préférés. Je pourrais parler de ça pendant des heures. Je pense que, voilà, à la rentrée, ça fait partie de mes discours. Toutes mes formations, je sais déjà que là, le premier jour, je vais toujours parler de ça. Mais parce que, en fait, voilà, il y a l'image que dans le yoga, on est cool. On va avec le flow et en fait, on est des personnes très, cool. Tu vois, donc le retard... Ce n'est pas grave, le temps n'existe pas, mais en fait, c'est juste une construction mentale. Je suis désolée, mais non. Attention, elle va s'énerver. Les personnes qui arrivent en retard à mes cours, et beaucoup de personnes le savent parce qu'ils ont pratiqué avec moi, ne font pas de cours. Mais vraiment, on commence à l'heure. On finit à l'heure. Mais en fait, pour moi, ça fait partie d'une part de ce contrat social qu'on a, c'est-à-dire que le temps est partagé, est une ressource partagée. Non, mais là-dessus, t'as raison. Et franchement, moi, pour être tout à fait honnête, j'étais pas aussi convaincue avant de rencontrer Laura. Et quand on avait fait notre retraite, je me souviendrai toujours... Moi, j'avais pas tout de suite fait gaffe. Franchement, ils étaient légèrement en retard, mais c'était même pas beaucoup. Et là, il y a Alex, une de nos copines, qui me dit « Regarde la gendarmette mexicaine, là ». Et en fait, il y avait Laura qui était debout et qui, avec son petit doigt, tapait sa petite cuisse comme ça, tic, 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 avec le visage très fermé. T'es comme là. Et du coup, moi, je vais la voir, je dis « Mais qu'est-ce que t'as, Laura ?» Elle me dit « Non, mais ils sont en retard, c'est
pas respectueux, ça va pas du tout, je vais leur faire la morale. Et du coup, après, on a assisté à la morale. Mais tout le monde a rigolé. Non, mais bon, après, plus personne n'a été en retard. Donc, ça a fonctionné. Mais par contre, là où je la rejoins, c'est que y a toujours des impératifs. Il y a parfois, on a mis le ticket pour la voiture. Enfin, non, mais c'est des trucs tout bêtes. Mais et je pense que finir à l'heure, c'est important pour tout le monde. Et commencer aussi, bien sûr. Mais c'est pour ça, mais c'est bien pour ça, en fait. C'est un contrat social. Je m'engage, en fait, c'est-à-dire que là... Calme-toi. Il y a une prestation, il y a un échange. Et moi, je m'engage à finir toujours à l'heure. Et en revanche, je demande juste aux gens de commencer à l'heure. Et puis c'est surtout, même, je suis désolée, je vais appuyer, on peut faire dire... Voilà, c'est mon interprétation, c'est une interprétation personnelle. Là, elle est ravie. Mais quand on regarde certains textes de yoga, l'histoire du yoga, en fait, le yoga est associé avec la rigueur, la discipline. Voilà, c'est... Donc, pour moi, c'est important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. J'adore les yogis, les profs de yoga qui arrivent à avoir cette souplesse que je n'ai pas. Mais voilà, c'est my unpopular opinion. Mais je dois avouer qu'il y a plein de profs de yoga qui sont vraiment toujours en retard, etc. etc. Mais moi, il y en a que j'adore. Hein. Enfin, je me souviens, j'avais ma prof de yoga à Iyengar. C'est vrai que souvent, la pauvre, elle arrivait en retard. Oui. Mais même elle le disait. Et en plus, le Iyengar qui est hyper militaire et tout. Et elle prenait des cours avec d'autres profs. Elle était « Oh là là, je vais arriver en retard. » Elle déteste le retard. Enfin, elle était super stressée. Mais la pauvre, elle avait une vie à 100 à l'heure et tout. Donc, c'était difficile. Mais franchement, c'était un stress. Et parfois, elle arrivait à l'heure, elle était trop contente. Et c'est vrai que... ouais, c'est pas toujours... C'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est vraiment une unpopular opinion parce que je trouve on attend aussi ça, je pense, des profs de yoga qui aient ce côté très cool, très... Mais être cool, enfin, moi, ça m'énerve parfois d'entendre ça. C'est pas... Enfin, en fait, pour moi, t'es pas cool si ce que tu fais a une conséquence négative sur les personnes. C'est-à-dire que si toi, t'arrives en retard parce que c'était bien de prendre le temps le matin pour boire ton matcha, non, je vais rendre le cliché, que t'arrives et que tu les fais sortir un quart d'heure en retard et qu'il y en a une qui est en retard pour son boulot, l'autre je sais pas, qui va avoir un dépassement par rapport à la voiture, l'autre qui devait aller chercher son gamin malade. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui fait que, non, ça a des conséquences qui sont pas vraiment cool. Mais ça, c'est vraiment parce qu'on a eu cette discussion. Oui. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai exporté très rapidement dans mon métier d'ergothérapeute et tout. Et c'est vrai que commencer et finir à l'heure, pour moi, c'était un engagement et que c'était de la correction vis-à-vis de tout le monde. Oui, donc, et je sais, et parce que, enfin, je l'air militaire, hein, vraiment comme ça, j'ai l'air. Et c'est vrai hein, que, du coup, je suis consciente du fait que ça peut se percevoir comme un manque d'empathie. Et c'est vrai, parfois ça l'est, parce que tu peux arriver en retard, parce qu'il y a parfois des conséquences, il y a la vie. Oui. Ça peut nous arriver à tout le monde, c'est vrai, et c'est là où moi, je dois faire un travail avec moi pour peut-être avoir une espèce de marche, tu sais, voilà. Mais oui, je suis désolée, oui. En popular opinion, c'est le sujet. En tout cas, elle était très heureuse qu'on en parle. Et justement, alors pourtant, là, tu te prends vraiment au sérieux. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une discipline, il y a une rigueur et tout. Mais on pense que c'est bien de parfois lâcher un peu du lest, on va dire. C'est ça. Pas trop se prendre au sérieux. Et ça fait partie un peu d'une unpopular opinion parce que je pense qu'on n'attend pas d'un prof de yoga forcément qu'il nous raconte des blagues. Et moi, je sais qu'il y a certains cours où j'ai fait rire les élèves et tout. Et en fait, c'était rafraîchissant pour tout le monde, même si c'était surprenant. Alors que je pense que c'est vraiment nécessaire. Et peut-être qu'il y a une tradition, en effet, très discipline, très militaire aussi, tu vois. Mais que on peut aussi mettre un petit peu de souplesse, d'humour, de légèreté. Et puis, je pense qu'il y a aussi toutes les adjonctions qui font que
par exemple, utiliser des briques, utiliser des accessoires. Il y a plein de choses, en fait, qui rendent le yoga, qui peut être fun, en fait, vraiment, vraiment drôle. Et moi, je sais, à chaque fois, maintenant, quand je faisais des remplacements, il y avait les élèves qui vite allaient chercher les briques en disant « Ah, combien de briques aujourd'hui ?» Et en fait, c'était devenu une blague entre nous. Et je trouvais ça vraiment chouette, parce que du coup, ça met aussi peut-être une ambiance qui est un peu moins guindée, mais après parfois ça peut être très agréable, hein. Moi j'ai fait des cours de yoga un peu, je dirais pas jusqu'à dire guindé, mais très solennel. Ça a un côté aussi agréable, parce qu'il y a cette ambiance, peut-être aussi un calme, mais je trouve que rigoler un peu ça fait du bien. Non mais complètement, et c'est bien de savoir poser un cadre, mais pareil, enfin un peu comme toi, au final n'oublions pas que ce n'est que du yoga. Voilà, ne nous prenons pas au sérieux. C'est libérateur, comme tu dis, d'avoir aussi ces espaces. C'est ça. Parce que peut-être que par ailleurs, en fait, des choses qu'on peut se permettre dans un cours de yoga, parce qu'on peut se les permettre, il n'y a pas vraiment de conséquences, mais on ne peut pas se les permettre dans sa vie professionnelle, même parfois dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que, je ne sais pas, des fois, ça peut nous arriver de devoir jouer des rôles où la situation demande une certaine, un peu de sérieux, quoi. Ouais. Et du coup, c'est bien de pouvoir créer ces espaces, ouais. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, je pense que ça amène aussi un petit peu plus de légèreté et de fun dans une pratique qui peut parfois aussi, générer certaines émotions ou certaines sensations. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi une soupape pour tout le monde, quoi. Complètement. Mais c'est bien parce qu'on commence à finir avec une touch très positive, je trouve. Et c'est ça aussi qui... Enfin, moi, quand on a préparé cet épisode, en ce moment, je pense beaucoup... Enfin, je pense que vous le savez déjà si vous nous connaissez, etc. Mais on a toujours un petit peu cette vision long terme, non, par rapport à notre pratique. Ouais. Ça n'a jamais été quelque chose pour la performance. Ce n'était pas forcément... Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis pas venue dans le yoga pour pouvoir faire une inversion en 3 mois. Au contraire. Non, vraiment, moi, c'était vraiment le côté, il n'y a pas de pression. Voilà, exactement. Enfin, des résultats rapides, etc. Et il se trouve qu'en ce moment, parce que je suis un peu aussi dans cette réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, on tend de plus en plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans cette société, on a de plus en plus du mal avec le long terme. Quelque chose qui existait déjà, que je voyais déjà. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que d'un côté, je vois que ah non, je disais qu'on allait finir sur un truc positif, et en fait, là, je vais partir. Pas grave. Non, mais vas-y. Ok, mais souvenez-vous, je suis mexicaine, donc je sais que ça n'a pas le même effet. C'est-à-dire que long terme, c'est-à-dire que je savais déjà que parler de la mort, c'était pas forcément quelque chose que les gens aiment penser. Mais voilà. C'est important de penser à la finitude de l'existence, de notre existence, de l'existence en général. Mais du coup, on a du mal à se projeter. On a du mal à se projeter, par exemple, parfois dans la vieillesse. Mes parents qui commencent à être de plus en plus âgés. Moi, en ce moment, j'ai dû vraiment couper les réseaux sociaux parce que je me rendais compte que je n'arrivais plus, même si c'était forcément... J'avais que des trucs débiles, enfin des chats, des chiens, des choses comme ça sur TikTok. Voilà. Mais je commençais vraiment à voir que ma concentration... Ah ouais, diminuer, c'est fou ça. Hein. Mais c'est un gros problème. Hein. Donc voilà, sur la longueur, c'est-à-dire... Et je devenais de moins en moins patiente. Et je commençais à être de plus en plus dans ce mécanisme en fait, des réseaux sociaux qui te fait... où tu as envie de ressentir un peu la récompense tout de suite. Ouais. Et dans le yoga, je pense que ça se ressent des fois parce que non, j'ai pas... Ça fait 3 mois que je pratique et je n'arrive toujours... Enfin, souvent, les pratiquants, j'arrive toujours pas à toucher mes pieds ou le sol, ou je n'arrive pas à poser les talons au sol en chien tête en bas, ou je n'arrive pas à faire cette inversion. Et donc, du coup, parce que si tout est entraîné comme ça, des fois, on va retrouver des programmes du style maîtriser cette posture en tant de temps, ou challenge en enfin, avec des résultats qui sont très rapides. Je suis désolée, je ne veux pas de ça dans le monde du yoga. Je pense qu'au contraire, ça fait beaucoup de bien que le yoga puisse nous permettre de penser au long terme, dans le sens où on prend soin de nous, de notre corps, du mental. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, mais c'est totalement ça. Et puis c'est pour ça que nous, les programmes qu'on a construits ensemble sont construits autour du yoga durable. Yoga Mon Amour, c'était vraiment mieux comprendre son corps, pour aussi reprendre un petit peu le pouvoir, que ce soit sur le tapis de yoga ou même dans la vie quotidienne. Yoga Ma Création, pour commencer à comprendre comment
créer les séances qui nous conviennent le mieux. Donc il y a cette philosophie, je pense, derrière notre vision du yoga, qui est une philosophie de yoga durable. Aujourd'hui, on entend beaucoup de parler de yoga fonctionnel, qui pour moi correspond un petit peu à ça. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de similaire, c'est-à-dire le yoga qui est respectueux du corps, respectueux de ses limites et peut-être moins dans la performance. Mais je pense qu'on tend à... Et moi, c'est quelque chose que j'observe de plus en plus, c'est-à-dire qu'on tend de plus en plus à rendre le yoga très technique, je trouve. Et je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que franchement, qu'on ait plus de connaissances en anatomie, qu'on comprenne mieux le fonctionnement du corps, qu'on comprenne mieux aussi le fait que tous les corps soient différents, je pense que c'est une bonne chose pour l'accompagnement du yoga. Mais par contre, le rendre technique comme une matière à maîtriser, moi, me questionne parce que je me dis autant je vois l'intérêt par exemple en pilates ou voilà, mais pour moi en yoga il y a quand même une soupape et un espace qui est plus dans la conscience du corps, qui est plus dans l'écoute. Il y a une prof de yoga avec qui j'ai échangé récemment, Gwendoline Roblé, qui parlait de conscience corporelle et je me dis c'est une belle façon finalement de décrire ce que peut apporter le yoga. Le yoga n'apporte pas que ça, mais en tout cas le yoga peut apporter ça et je trouve que c'est chouette quand il apporte ça. Cette conscience du corps, ce rapport à soi, à ses émotions, aux sensations, je trouve que c'est un espace qui est super, qui est sacré pour ça, le tapis de yoga, et peut-être le rendre hyper technique ou hyper dans la performance. Je me demande qu'est-ce qu'on laisse derrière. Et c'est vraiment une question, et c'est pour ça que ça fait partie des unpopular opinions, parce que finalement, ce qu'on dit peut-être ne fait pas sens, ou on peut très bien argumenter pour nous prouver le contraire, etc. C'est plus vraiment de l'ordre du ressenti. Et c'est vrai que je pense qu'on est en train de tout rendre très technique, quelque part, en fait, mais dans nos vies de manière globale. Désolée, je refais ce parallèle sur l'accouchement qu'on veut de plus en plus médicaliser, qu'on veut de plus en plus accompagner. Finalement, c'est quelque chose quand même qu'on fait depuis la nuit des temps. Après, c'est clair que j'aurais pas voulu du tout accoucher à l'époque des femmes préhistoriques, surtout avec notre bébé qui hurle très très fort quand elle est loin. Donc franchement, non, je ne me serais pas sentie. Mais il y en a qui l'ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je me dis, peut-être que laisser les choses se faire de façon un peu plus naturelle, peut-être refaire confiance à notre corps, peut-être accepter le fait que on appartient à une lignée qui est longue, enfin tu vois, que le yoga est là depuis longtemps et c'est chouette qu'il évolue. Peut-être le laisser évoluer, mais peut-être pas forcément aller dans certains extrêmes qui dénaturent finalement une fonction qui était plutôt, je pense, en lien avec... des valeurs profondes et humaines. Et c'est-à-dire que là, de vouloir être dans la performance, c'est entre guillemets mettre le yoga par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire... tu parlais du crossfit dans un autre épisode. C'est vrai qu'il y a ce côté compétitif, ce côté performance, ce côté objectif, qui peut avoir vraiment sa place dans certaines disciplines, mais peut-être que c'est bien de laisser certaines disciplines exemptes de ça, et il y en a de moins en moins dans nos vies. Moi, c'est vraiment un questionnement que je me fais, mais c'est vrai qu'en effet, je me rends compte qu'il y a de plus en plus cette pression, en fait, de rapidité, de résultats aussi, qui, moi, me questionne un peu. Oui, même dans le packaging aujourd'hui, les formats courts sont très populaires et c'est très précieux. C'est bien parce que ça permet de se dire je peux pratiquer du yoga 5 minutes, je peux méditer en 1 minute, respirer 1 minute. Franchement, c'est déjà bien de pouvoir faire ça. Mais c'est aussi bien de temps en temps se laisser un peu plus de temps, d'approfondir, et d'approfondir dans ce chemin vers soi, parce que sinon, comme tu disais, quand tu m'as parlé des trucs techniques, ça m'a fait penser au sanskrit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est que est-ce qu'on veut le rendre un peu élitiste et du coup, à partir de maintenant, il va falloir presque avoir des cours anatomiques avant de pouvoir se lancer dans le yoga? Non, parce que en fait, on connaît notre corps on connaît pas, et c'est pour ça c'est bien pour ça qu'on a fait Yoga Mon Amour, mais en fait on connaît pas forcément certaines composantes de notre corps, mais tu connais les sensations et les ressentis. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour moi c'est cette idée, c'est-à-dire que oui, à la fois on a besoin parfois de connaissances, mais est-ce qu'on a besoin je sais pas, moi pour mes cours d'anatomie, j'ai dû apprendre tous les muscles de la main. Très sincèrement, je m'en serais passée.
Non, mais c'est super, je peux briller en société. Mais franchement, à part si je travaille un jour dans la clinique de la main ou vraiment en rééducation sur la main, sur le monde sup et tout, là, ça aura vraiment son intérêt. Mais il n'y a rien de ce que j'ai appris en ergothérapie sur les muscles de la main qui va vraiment me servir en cours de yoga, à part pour certains fun facts ou tu vois des petites choses comme ça, ou vraiment si une personne a une blessure etc., je vais plus savoir peut-être quoi proposer, mais on reste quand même sur des cas particuliers. Et donc c'est vrai que parfois finalement trop de technique tue la technique. Moi si je me mets à vous expliquer voilà, tous les muscles qui rentrent en jeu quand on fait chien tête en bas, au niveau de la main, vous allez tous partir, je pense, en courant. Ou alors ça va vous endormir. Mais tu vois, il n'y aura pas forcément d'apport au niveau de la pratique. Mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on recherche. Et nous, finalement, notre vision, elle est plutôt sur ce yoga durable, ce yoga qui s'inscrit sur le long terme, peut-être comme une relation aussi amoureuse où on sait qu'on va passer par des moments plus simples que d'autres, mais on peut traverser certaines tempêtes. Et ça, je pense que c'est dans une ère où dès que ça va pas, on a tendance à zapper, à quitter, et parfois c'est très bien. Peut-être qu'il y a aussi du bon à persévérer, je pense. Complètement. Et du coup, ça conclut. C'est le mot de la fin. Persévérant. En popular opinion. Non, mais c'est vrai, la persévérance et la préservation. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Dites-nous quels sont vos unpopular opinions ou vos hot takes par rapport à la pratique du yoga. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous. On adore ça aussi. C'est hyper intéressant aussi d'avoir votre vision et ce que vous pensez. Et peut-être qu'il y a, justement, moi je pense que dans les échanges, on peut vraiment aller plus loin comme à chaque fois. Oui. Et franchement, je vous remercie de ça, de prendre ce temps, vos petits messages et tout. Moi, à chaque fois, ça me fait petits et grands messages, bien sûr. Ça me fait énormément de plaisir et je trouve que c'est ça l'avantage du format de podcast, c'est qu'on peut vraiment aller plus loin. Complètement. On pourrait même penser à un épisode, vos unpopular opinions, s'il y a suffisamment de commentaires, si on voit vraiment qu'il y a un échange, on pourrait reprendre en fait après une deuxième discussion avec vos réactions en fait et en parler ensemble. Carrément, c'est une très bonne idée. Merci Clarita. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt.